bienvenue. Déjà, le Convite Afro-Femme, c'est une activité massive, une continuation du, de nos rencontres comme l'Afro-Femme Tour, comme on n'a pas pu faire d'événements depuis un moment avec le Covid. Donc, on a organisé cette université populaire digitale où on invite plusieurs femmes noires à parler de plusieurs sujets différents. Et aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de voir Tawana Gomisuma qui va nous parler de l'afroféminisme brésilien. Donc, nous deux sommes brésiliennes. J'aimerais bien partager avec vous ce beau moment. Ouais, l'audio est saccadé. Oui, bon, je vais laisser la parole à Tawana. Je vais éteindre ma caméra. Je pense que tout le monde a ses caméras éteintes. On aura seulement la caméra de l'interprète et celle de Tawana. Bon, je vous laisse avec Tawana. Et pour les questions, je regarde le chat tout à l'heure. À toi. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Moacir pour l'invitation et aussi Ana Laura pour cette opportunité de parler de l'afroféminisme brésilien, de pouvoir participer avec vous de cet événement que vous organisez et aussi de pouvoir parler un peu de ma thèse de doctorat, puisque cette intervention elle est une suite de mon projet de recherche de doctorat en histoire. Donc, je m'appelle Tawana, je suis brésilienne, je suis arrivée en France en 2006. J'ai réalisé une licence en histoire, un master en histoire et un doctorat en histoire à l'université Rennes 2, co-tutelle le doctorat avec l'Université fédérale de Santa Catarina, l'UFSC, au Brésil. Donc, le module aujourd'hui, il est intitulé « L'histoire de l'afroféminisme au Brésil ». L'afroféminisme, ou le féminisme noir, il est aussi appelé comme ça au Brésil, est un mouvement militant qui lutte à la fois contre les systèmes d'oppression sexiste, raciste et capitaliste. Il se situe dans les champs de l'intersectionnalité. Dans ce sens, pendant mes recherches, j'essaie de voir dans quelle mesure ces trois axes, des genres, des races et des classes, ils se sont articulés au Brésil depuis la fin du 19e siècle. Il faut d'abord comprendre que l'esclavage au Brésil, elle a été abolie en 1888, donc à la fin du 19e siècle. Évidemment, le mouvement abolitionniste, il était organisé par plusieurs hommes et femmes noirs. Cependant, il y a encore un courant de recherche historique. Il y a plusieurs historiens encore qui définissent les processus d'abolition comme résultat d'un mouvement organisé surtout par des intellectuels et des hommes politiques blancs. Ça, ce n'est pas qu'au Brésil. Souvent, les pays qui ont vécu l'esclavage ont ce processus d'écriture historique. Mais, quel est le problème? C'est que cette forme de penser l'abolition, elle met les Noirs, soient-ils esclaves ou affranchis, comme un groupe passif face aux grands événements nationaux. On leur retire, on va leur nier cette protagonisme dans un mouvement qui les concernait directement, puisque l'abolition de l'esclavage, évidemment, les concernait directement. Sachant qu'au moment d'abolition, 95% des Noirs étaient déjà affranchis. Donc, je commence mes recherches en essayant de mettre en avant les protagonismes des populations noires, hommes et femmes, dans les processus d'abolition de l'esclavage. À ce moment aussi, à la fin du XIXe siècle, on voit l'éruption
des mouvements antiracistes, féministes et de gauche. Quand je parle antiraciste, évidemment, il y a ces mouvements abolitionnistes, mais il y a aussi d'autres formes de mouvements après ce processus de 1888 qui vont lutter pour la valorisation du peuple noir contre la discrimination raciale. Donc, on voit apparaître au Brésil, à la fin du XXe siècle, des associations et des clubs. Il y a eu plusieurs formes de mobilisation des populations noires pendant toute la période esclavagiste. Mais là, je me situe dans la temporalité de la fin du XIXe siècle, avec l'abolition de l'esclavage. Donc, à ce moment-là, on voit apparaître plusieurs associations et clubs. Ils avaient pour objectif de promouvoir une politique d'assistance sociale aux populations noires de différentes régions du Brésil, mais aussi d'activités de loisirs, des activités culturelles et des activités sportives. Il était ainsi créé différents espaces éducatifs et culturels où il était proposé des concerts musicaux, des soirées dansantes, des spectacles de théâtre, de poésie, des cours d'alphabétisation ou professionnalisants pour les enfants et les adultes, des séminaires, des conférences, juste pour que vous puissiez avoir un ordre d'idées. À São Paulo, entre 1907 et 1937, il y a eu au moins 123 associations noires déclarées. Ça en 20 ans. À Porto Alegre, qui est une ville située au sud du Brésil, une région où les habitants se revendiquent d'origine européenne, ils se revendiquent très blancs, mais il n'empêche qu'il y a eu aussi un placement des populations noires très importante. À Porto Alegre, entre 1888 et 1920, il y en a eu 72. Et à Pelote, qui est aussi une ville située au sud du Brésil, entre 1888 et 1929, il y a eu 53. Juste pour vous donner quelques exemples. Donc, ils sont quand même nombreuses, les associations, les clubs. Évidemment, plusieurs de ces groupes ont été composés exclusivement par des femmes noires. D'autres étaient mixtes. Il y a eu aussi à cette époque la presse noire, qui sont des journaux édités par et pour les Noirs, avec l'objectif de discuter sur leurs problèmes spécifiques. À São Paulo, encore, jusqu'à 1930, il était comptabilisé au moins 31 journaux. C'est aussi un numéro très considérable. Et ces groupes, ils ont joué un important rôle dans la conscientisation et la mobilisation de la population noire. La grande majorité, évidemment, n'a pas défini explicitement leur position politique ou partidaire. Ils ne se disaient pas de gauche ou de droite. La priorité du discours était la thématique raciale. Cependant, ils étaient forcément obligés de dialoguer avec les différents courants philosophiques de gauche de l'époque. D'ailleurs, Domingues, qui est historien brésilien, il a affirmé l'existence d'associations noires qui ont agi avec pour objectif de former certaines classes de travailleurs noirs, en créant ainsi des organisations syndicales, pourquoi pas noires, en tout cas composées majoritairement pour des travailleurs noirs. Et il y a eu aussi la création d'un réseau d'enseignement organisé par la communauté noire. Il faut savoir qu'indépendamment des limites, depuis la période esclavagiste, les hommes et les femmes noirs ont été instruits. Ils ont créé différents réseaux de solidarité, soit entre les esclaves, soit entre les affranchis, et à partir de ces réseaux, ils ont été alphabétisés. Dans la majeure partie des cas, en plusieurs langues, plusieurs idiomes. Donc, on trouve beaucoup de communautés noires où les populations parlent les langues européennes,
le português, évidemment, que é a langue brasileira. D'autres, la langue brasileira, pardon, le portugais, que é a langue de colonisateur. D'autres langues européennes, français, anglais, allemand, mais aussi ils parlaient différentes langues vernaculaires originaires de l'Afrique. L'arabe était une langue très, très courante parmi les communautés noires brésiliennes. C'était une langue qui se parlait très souvent et qu'ils étaient alphabétisés. Ils savaient lire et écrire en arabe. Donc, il était encouragé à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, en plus des codes numériques et des notes musicales. Il y a eu aussi la création de plusieurs écoles noires. C'est intéressant parce que ces écoles, elles étaient mixtes. Garçons et filles étaient ensemble. Alors que dans les écoles institutionnelles, non. Donc, ils étaient en avance par rapport à cette demande. Ils donnaient des cours d'alphabétisation pour les enfants et les adultes. Il y avait beaucoup de demandes aussi pour les cours professionnalisants et les cours d'idiomes. Ces cours, ces écoles, elles vont être plus importantes au XXe siècle. Mais on voit déjà apparaître quelques-unes dans l'époque esclavagiste. Elles favorisaient aussi la création des bibliothèques, des clubs de lecture et plusieurs activités culturelles, éducatives, mais aussi sportives. Et les écoles avaient 12 objectifs principaux. Un, c'était résister à l'exclusion institutionnelle, parce qu'évidemment, les écoles de l'État, les Noirs, ils pouvaient aller depuis 1824, l'éducation primaire, elle est publique et gratuite, accordée à tous les Brésiliens sans restriction des races. Cependant, on sait très bien que le racisme était présent, donc beaucoup d'enfants ou des adultes ne pouvaient pas fréquenter. En plus des difficultés de transport, du travail infantile, des absences de matériel et tout ça. Un autre objectif de ces écoles, c'était de développer les sentiments d'union, de solidarité et d'autodétermination avec la création des espaces autonomes. Par conséquent, ces écoles noires ont développé plusieurs analyses critiques. C'était des discours surtout contre les pratiques racistes des enseignants des écoles publiques et privées, contre les discours racistes aussi des manuels scolaires, et surtout en faveur d'un discours de participation active des Noirs dans la construction de la nation. Donc, ils vont prendre, par exemple, plusieurs fêtes nationales, ils vont retravailler l'image qu'on a des Noirs dans ces fêtes. Par exemple, les 7 septembre, c'est l'indépendance, où on parle très peu de la participation des Noirs, donc on va revoir ça. Et là, je suis en train de parler des fins du 19e siècle, début du 20e. On voit aussi à cette période apparaître plusieurs mouvements des femmes. Je veux d'abord, avant de parler des mouvements des femmes, parce que ça c'est une question, je veux d'abord laisser clair que je renonce à la dichotomie entre mouvement des femmes, ou mouvement féminin, et mouvement féministe. D'accord? Je considère que même en refusant dans leur discours l'adjectif féministe, qui parfois il peut avoir des connotations péjoratives, dépendant de la circonstance, les femmes organisées, pratiquement pendant tout le XXe siècle, elles ont créé différentes stratégies en faveur de leur émancipation et de leur libération, indépendant d'assumer l'adjectif féministe ou pas. Donc, ces femmes, elles vont questionner à travers des différentes stratégies politiques, réunions, événements, la presse, la littérature, leur place dans la société, les normatisations des genres. Ils vont créer plusieurs activités, par exemple, dans les quartiers populaires. Donc, je considère que les mouvements féministes consolidés dans les années 70, qui sont dans les domaines des langages des historiens comme, voilà, tous les monde d'accord pour dire que ce sont des mouvements féministes, ils sont résultat d'une mobilisation qui vient depuis longtemps.
C'est pour ça que je parle de ce principe que les femmes, à partir du moment qu'elles sont en train de lutter pour leur émancipation, pour leurs droits, je peux dire qu'ils sont des mouvements féministes. Donc, moi, je suis en rupture avec cette dichotomie qui est acceptée par plusieurs historiens et d'autres non. Il y a déjà une critique très, très importante sur cette terminologie-là. Par exemple, Berroux, dans les livres les sujets pas une femme, elle va parler, par exemple, de l'absence des femmes noires dans les mouvements féministes, plus comme résultat de l'analyse des historiens blancs que d'une vérité en soi. Donc, je considère que ces mouvements qu'on appelle, dans la majeure partie des temps, des femmes, sont des mouvements féministes. Ils sont des mouvements où les femmes noires sont présentes. En rupture avec ces discours historiques écrits dans la majeure partie des cas par des blancs qui disent qu'elles n'y sont pas. Je suis en totale rupture avec ces discours-là. Je crois que c'est plus une manière d'écrire l'histoire qu'une vérité en soi. D'ailleurs, Berroux, elle va montrer comme plusieurs femmes engagées dans les mouvements antiracistes états-uniens, sans forcément se autodéfinir en tant que féministes, elles vont promouvoir différentes actions politiques en faveur des droits des femmes. Ces mouvements féministes aussi qui ont été consolidés dans le Brésil à cette époque, évidemment, beaucoup, ils ne disaient pas forcément, ils ne disaient absolument pas, c'était un mouvement des femmes. Leurs appels, c'était surtout sans distinction des races. C'était surtout ces genres d'appels qu'ils vont faire. Donc, ils vont dire, on ressemble toutes les femmes sans distinction des races. Ou alors, on appelle toutes les femmes, y compris les femmes des ménages, les travailleuses ouvrières. Et là, c'est là où je pose la question, qui sont ces femmes des ménages? Qui sont ces travailleuses ouvrières? Ce sont la majeure partie des femmes noires. Donc, quand ces mouvements, ils font cet appel à ces femmes des ménages, à ces femmes ouvrières, et qu'ils ajoutent dans leur texte que c'est un mouvement qui travaille pour toutes les femmes sans distinction des races, il y a un espace, en tout cas discursif, pour la place des femmes noires. C'est très difficile, en tant qu'historienne, aujourd'hui, trouver ces femmes-là. La première raison, c'est que l'histoire, les historiens, tout au long du temps, tout au long du XXe siècle, on peut oublier avec ces discours qu'elles n'y étaient pas. Une autre raison, c'est parce que beaucoup de fois, je vais trouver la source, par exemple un journal, qui va me donner les noms de plusieurs femmes qui sont dans ces mouvements, mais qui ne disent pas les caractères raciaux. Donc, je ne sais pas s'il s'agit des femmes noires, s'il s'agit des femmes blanches. Donc, ça demande une recherche plus approfondie. Je n'ai pas pu faire parce que ma thèse, elle se concentrait surtout dans les années 60. Mais ce que j'essayais de montrer, surtout dans les premiers chapitres, c'était de donner des pistes pour montrer que ces femmes, elles étaient présentes. Elles étaient présentes. Dans un premier moment de ces appels où on va dire aux femmes de ménage et aux femmes ouvrières, sans distinction des races, de participer. Et dans un autre moment, bien évidemment, parce que qui sont les travailleuses au Brésil? Ce sont évidemment les femmes noires et les femmes indiennes. Donc, je pars de cet objectif de donner des pistes. À la lecture de la thèse, on peut dire si c'est plus ou moins réussi, mais ça, c'était un premier objectif. Et enfin, on voit apparaître à la fin du XIXe siècle l'introduction des idéologies anarquistes, communistes et socialistes au Brésil. Selon l'historien Moraes Filho, Marx a été cité par la première fois au Brésil au Parlement en 1879. Ce moment aussi, Bakunin, c'est un théoricien anarchiste très connu à cette époque. Il était aussi déjà très présent dans les discours de certaines personnalités publiques. Il a aussi l'éruption aussi de la presse ouvrière, y compris un écrivain brésilien très connu, Lima Barreto. Il va être très actif, c'est un homme noir,
très active dans la presse ouvrière. Et on voit que l'introduction des théories anarchistes et communistes, elles ont lieu au même temps que le développement des idéaux abolitionnistes. Et là, plus une fois dans ma tête, j'essaie de mettre la question suivante. Qui étaient les travailleurs, soit les ouvriers ou les paysans, que les théories communistes anarchistes acclamaient pour faire la révolution au Brésil? Là, la réponse, plus une fois, c'est les Noirs et les Indiens. Indépendamment des pratiques plus ou moins d'exclusion qu'il peut y avoir dans ces mouvements de gauche envers les populations non blanches. Donc, c'est là que je me suis intéressée, c'est là l'intérêt de cette première partie du XIXe siècle. On voit l'éruption des mouvements antiracistes, l'éruption des mouvements féministes et l'éruption des théories anarchistes communistes et des mouvements de gauche. Les femmes noires et les femmes indiennes, ici je vais parler surtout des femmes noires, elles sont la principale, je peux dire comme ça, main-d'œuvre au Brésil. Donc, c'est impossible de penser ces femmes sans se dire que, d'une manière ou d'autre, elles ont été influencées par ces trois thématiques depuis la fin du 19e siècle. Ici, aujourd'hui, on ne voit rien sur ces sujets-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu un intérêt réel de la part des historiens d'écrire sur cette thématique. Ce n'est pas parce qu'elle n'existait pas. Voilà. Donc là, je suis en rupture avec plusieurs discours, y compris, ça peut paraître bizarre pour les Français, y compris un discours très courant au Brésil qui définit les ouvriers blancs comme les fondateurs des mouvements sociaux de gauche au Brésil. C'est très courant de trouver ça dans les livres d'histoire. Et donc, l'attribution du protagonisme des mobilisations anarchistes, communistes et socialistes, elle est d'abord faite aux immigrés d'origine européenne. Et ensuite, après la création du Parti communiste brésilien, à leurs descendants blancs brésiliens qui sont nés au Brésil. Donc, ma thèse, c'est un peu de dire non, non, parce qu'on a des femmes noires ouvrières, on a des femmes noires paysannes, on a des femmes noires dans tous les secteurs des activités subalternes. Donc, si les mouvements de gauche appelaient ces femmes pour s'y ressembler, appelaient ces populations, que ce soit des hommes ou des femmes, pour s'y ressembler, ils étaient forcément en train d'appeler les populations noires et les populations indiennes. Alors, après, on peut dire la différence entre les discours et les pratiques. Voilà. Mais il avait un appel pour ces populations. Et évidemment, ces populations, elles voyaient tous ces discours être circulés dans la société et elles étaient plus ou moins influencées, intéressées et actives dans ces groupes. Ces discours qui donnent la légitimité seulement aux Blancs, elle a créé au long de l'histoire, au long de l'histoire en tant que science, plusieurs problèmes. D'abord parce qu'elle a inhibé la formulation d'analyse critique sur les problèmes engendrés par le racisme. Parmi eux, les arguments qui légitiment l'inexistence d'une culture politique entre les travailleurs noirs mis en esclavage. Ils étaient perçus toujours comme des assujettis, indépendamment de leur statut d'esclaves ou des affranchis. Ils étaient vus dans ce discours historique comme des personnes passives, des spectateurs de l'histoire brésilienne, comme s'ils étaient protagonistes de rien. Et aussi, voilà, donc ça c'est le deuxième point, il a aussi légitimé l'inexistence des militants noirs, hommes-femmes, en tant que protagonistes des mobilisations politiques, surtout les mobilisations politiques de gauche organisées au début du XXe siècle. En plus, évidemment, cette pratique, elle a permis la production d'une histoire unique, influencée par les modèles d'industrialisation du capitalisme occidental, et aussi caractérisée par la suprématie culturelle et raciale des Blancs.
ce que j'appelle, pas moi, mais d'autres historiens aussi, les paradigmes de l'absence. Elle va ignorer les différentes configurations du travail, libre, rémunéré, non rémunéré, et les différentes configurations des réseaux de mobilisation politique. C'est voilà, qui va apporter un tort. E, par conséquent, évidemment, il va refuser aux hommes et aux femmes noirs un protagonisme historique en tant que groupe éduqué et politiquement organisé. C'est pour ça qu'au début de ma recherche, je me suis concentrée surtout dans les mouvements de gauche. Je me suis dit que les abolitionnistes noirs, à la fin du 19e siècle, y compris les femmes abolitionnistes, évidemment, mais surtout les travailleurs et les travailleuses noires, ont été forcément influencés, direct ou indirectement, par les mouvements de gauche, mais aussi par les mouvements des femmes et par les mouvements antiracistes. Sans pouvoir ici, je n'ai pas pu non plus, pendant la thèse, affirmer la position idéologique de certains intellectuels abolitionnistes noirs, je peux quand même supposer que leurs activités quotidiennes pour la fin de l'esclavage et en même temps pour la construction d'une société plus juste et égalitaire a eu une influence intégrale ou partielle des idéaux ou même des ouvrages, des contenus des ouvrages des auteurs anarchistes, communistes et socialistes. Une autre question aussi, pourquoi je me suis intéressée d'abord au mouvement de gauche, c'est parce qu'on voit que les mouvements antiracistes et les mouvements féministes, ils vont apparaître soit à l'intérieur des mouvements de gauche, soit étroitement liés au mouvement de gauche. Les mouvements des femmes, ils apparaissent vraiment à l'intérieur des mouvements de gauche. Les mouvements antiracistes, je pourrais dire que je les vois souvent plus étroitement liés à ces mouvements-là. Donc, on va apparaître tous ces groupes à la fin du 19e siècle. Et dans les années 10, dans les années 20, ils vont devenir beaucoup plus importants. Donc, ma thèse de doctorat, elle essaye de comprendre la participation des femmes noires dans les mouvements de gauche à partir d'un processus historique qui commence à la fin de l'esclavage, en 1888. Leur activité apparaît comme résultat de leur engagement dans les organisations anarchistes, communistes et socialistes. Donc, évidemment, je commence dans ma thèse pour examiner la consolidation de ces mouvements révolutionnaires au Brésil, ainsi que l'opinion de ces groupes sur les Noirs en tant que travailleurs, et par là, évidemment, en tant qu'éventuels militants politiques. D'un côté, en raison de leur précédente condition d'esclaves, les femmes noires étaient perçues comme dépourvues de toute tradition de lutte collective. Et en même temps, les revendications d'ordre féministe et antiraciste apparaissaient comme secondaires. En revanche, d'un autre côté, les anarchistes et les communistes ont fait émerger des thématiques et des personnages inédits, de même qu'ils ont introduit des stratégies populaires de mobilisation dans leur action quotidienne. Adoptant une perspective différente, j'analyse aussi l'introduction des idéologies de gauche dans les espaces traditionnels de mobilisation collective des communautés non blanches. Si les travailleuses noires s'intéressaient effectivement aux philosophies anarchistes et communistes, à quel point sont-elles concernées par leurs principes révolutionnaires de justice sociale? Comment sont-elles devenues les agents et les leaders de la mobilisation des mouvements populaires? Une autre question que je m'interroge, c'est de quelle manière leurs stratégies politiques ont participé à l'articulation intrinsèque entre
syndicats et associations de quartier, ainsi qu'à la mise en œuvre des réponses aux demandes immédiates en matière d'alimentation, de logement et de revendication des droits des travailleurs. Il y a quelque chose de très intéressant dans les années 10, qui est la révolution mexicaine. Souvent, ici en France, quand on parle de révolution socialiste, on parle de la Russie, de l'Union soviétique. Mais il faut savoir que la première révolution socialiste qu'il a eue, c'était au Mexique, en 1911. Et c'était une révolution organisée par les Indiens. Donc, c'était impossible pour les mouvements de gauche de ne pas élaborer un discours selon lequel les populations non blanches étaient aussi passibles d'organiser une révolution de gauche, alors, déjà au début du XXe siècle. Cette révolution mexicaine va être très discutée dans la presse ouvrière. Et là, avec tous ces plus ou moins conflictualités idéologiques sur les Noirs, sont-ils, malgré cette idée qu'ils n'ont pas de culture politique, sont-ils capables voilà, d'être protagonistes de cette révolution brésilienne? Ça, c'est une question qui est très posée. Et aussi, évidemment, on va poser aussi une question en parallèle, si les femmes sont-elles aussi possibles? Parce qu'il y a tous les discours aussi sur la question des femmes. Et les femmes noires, elles sont en train de circuler de ces trois demandes, en train de participer de ces trois discussions, c'est la question des Noirs, la question des femmes et la question des mouvements de gauche. Ça, déjà au début du XXe siècle. Et c'est là que je considère qu'il y a une apparition, je n'ai pas dit dans ma thèse, d'un mouvement afroféministe, je n'ai pas cité ce terme spécifiquement, mais en tout cas d'une mobilisation des femmes noires contre ces trois systèmes d'oppression, des races, des genres, des classes. En 1900, dans les années 20 aussi, on a une figure très importante, elle est masculine. C'était toute la difficulté pour trouver des noms des femmes, donc parfois j'étais obligée de m'attarder sur des figures masculines. Donc c'est un homme noir qui s'appelle Minervino de Oliveira, qui est un ouvrier noir brésilien. Minervino, pour faire très vite ici sa trajectoire, Minervino il est adhéré au Parti communiste dans les années 20. À ce moment, le Parti communiste, il a créé les blocs ouvriers et paysans, qui s'appelaient les BOC. Il a inauguré une phase appelée obreiriste. Obreiriste, ça serait la traduction d'une phase des ouvriers, voilà, qui demandait la pluralisation des membres du parti. C'est-à-dire, on va élever cette élite intellectuelle et on va mettre dans les postes de dirigeants les travailleurs, donc les ouvriers, les paysans, voilà, les gens du peuple. Et ça, évidemment, c'est clair que ces revendications classistes et ces demandes en faveur des leaders ouvriers a largement contribué pour l'apparition des dirigeants partidaires étroitement liés au mouvement populaire. Mouvement qui depuis longtemps était déjà en train de revendiquer, et ça on va dans les mobilisations anarchistes aussi des années 10, qui étaient en train de se mobiliser pour les droits des travailleurs, évidemment, mais aussi pour des meilleures conditions de vie, meilleures conditions de logement, l'infrastructure des quartiers, contre l'appauvrissement de la vie, les produits premiers qui sont très chers, voilà, qui ont déjà cette demande depuis très longtemps. Minervino, il va être 28, il va être le premier à partir du BOC, du bloc ouvrier et paysan, il va être le premier parlementaire communiste au Brésil. Il était élu à la fonction, ce qu'on peut appeler en France des conseillers municipaux à la ville de Rio de Janeiro, qui était la capitale du Brésil. Donc, il va être le premier homme politique communiste élu au Brésil, c'est un homme noir. Mais on ne parle pas de Minervino.
Minervine, les gens qui peuvent vouloir un jour faire des recherches sur sa trajectoire sur Internet, vous allez voir qu'il y a très, très peu de choses de Minervine. Mais plus que ça, Minervine était le premier candidat au poste de président de la République. Ça, en 1929, il était concurrent de Getúlio Vargas, qui va devenir le président en 1930. Minervine a souffert beaucoup de cette campagne et c'était quelque chose qui a beaucoup porté préjudice à sa trajectoire politique. Mais il est un homme politique très connu à l'époque, Minervine de Oliveira. Mais il est un peu disparu des discours historiques brésiliens. Tout le monde parle de Getúlio Vargas. Et dans l'autre candidat, c'était Júlio Prestes. Mais Minervino, c'est comme s'il n'avait pas fait partie de la dispute électorale. Alors qu'il était. Il était le premier homme noir de gauche, candidat à la présidence, ouvrier aussi, puisqu'il était ouvrier, candidat à la présidence de la République au Brésil. Et là, on arrive dans les années 30. Et dans les années 30, il faut voir qu'en 1937, on va avoir une dictature qui va être mise en place par Getúlio Vargas, qui était la personne qui était concurrent de Minervino et qui est devenu président en 1930. Mais en 1930 aussi, va apparaître beaucoup de mouvements, encore une fois, antiracistes et féministes. Le Parti communiste au Brésil a été créé en 1922. Un de ces mouvements, c'est a Frente Negra Brasileira, Front Noir brésilien, qui est très vite devenu un parti politique. Donc, dès sa création, la FNB, elle a vu apparaître différents conflits idéologiques. Un de ses membres, José Benedito Correa Leite, a cité: dans cette époque, si tu n'étais pas communiste, tu étais fasciste. Dans ce sens, la FNB, le Front, il s'est orienté depuis le début vers le fascisme. Son président, Arlindo Veigas dos Santos, il a défendu un programme ultranationaliste et conservateur. Ce qui est intéressant, c'est que la devise du journal du Front, le journal s'appelle La Voix de la Race, la devise était Dieu, patrie, race, famille. Donc, on va avoir un mouvement raciste. Il va devenir le mouvement le plus important du Brésil dans les années 30. Le mouvement raciste le plus important, à point de devenir un parti politique, qui va assumer, dans un premier temps, un discours fasciste. Ça, évidemment, ça va créer plusieurs dissidents, puisqu'il y a tout un autre groupe qui va rejeter cette ligne doctrinaire. Il va créer d'autres groupes orientés surtout vers les idéaux socialistes et communistes. Par exemple, en 1931, José Benedito Correa Leite, qui était aussi un leader du Front, il va rompre avec Arlindo. Lui qui est militant socialiste, il va composer un groupe de dissidents autour du journal O Clarim da Alvorada. En 1932, encore José Benedito, il va créer le Club Noir de Culture Sociale. En 1933, un autre groupe de dissidents ont créé le Front Noir Socialiste, la Frente Negra Socialiste. Bien évidemment, les femmes ont été largement présentes dans ces groupes. Une figure très connue, c'est Laudelina Campos de Melo, une femme noire de la région, elle est née dans la région de Minas Gerais. Poços de Caldas, a cidade. Ela, en 1936, Laudelina, elle va adhérer au Parti communiste brésilien. Parallèlement, elle va créer l'Association professionnelle d'employés domestiques de Santos. Donc, on voit Laudelina qui est une militante communiste et en même temps, elle est une militante qui va travailler en faveur des employés domestiques. Quand on parle des employés domestiques au Brésil, j'ai dit ça au début, donc je répète, on parle surtout des femmes noires, puisque cette activité, elle est encore un héritage de la période esclavagiste. Pas qu'au Brésil, hein? On voit ça aussi dans tous les pays de l'Amérique latine. Et
compris dans les pays qui étaient colonisés par la France. Donc, elle va travailler avec les discours anticapitalistes, mais elle va aussi travailler avec un discours antiraciste et un discours, si je suis cette non-dichotomie entre mouvement des femmes et féministes, un discours féministe en faveur de l'émancipation des femmes noires. L'association, son premier objectif était de négocier avec l'État la réglementation de l'activité, puisque les femmes de ménage n'avaient aucun droit. Elles n'avaient pas droit aux vacances payées, au 13e salaire, aux heures souples. Elles n'avaient aucun droit, elles n'étaient pas inscrites dans la législation, de législation du travail. Elles n'existaient pas parce qu'on considérait que les femmes de ménage, elles n'étaient pas productives pour la nation. Donc, l'objectif de cette association, c'était surtout d'obtenir les statuts juridiques des syndicats, puisqu'elles ne pouvaient pas s'organiser en syndicat, les femmes de ménage. Ça leur a été interdit. Et à partir de là, réussi à créer, à être réglementé à partir d'une législation du travail orientée vers leur activité professionnelle. Donc, l'Ordelinda, pour moi, c'est un exemple où je pourrais joindre, par exemple, la réflexion de Bell Hooks. En 1937, donc, il y a les coups d'État organisés par Getúlio Vargas. Ces mouvements, ils vont être démantelés, ils vont être très persécutés, démantelés, y compris les fronts. Les mouvements des femmes aussi, de gauche, aussi, elles vont être persécutées, évidemment. Les mouvements de gauche, les partis communistes vont être complètement démantelés. Et les fronts aussi, les fronts noirs brésiliens. Il n'empêche qu'avec la dictature très répressive, que ces dilemmes idéologiques, ils vont continuer dans la dynamique sociale brésilienne dans les années 40, surtout quand on parle de la guerre froide. Donc, la dictature de Vargas, elle dure de 1937 à 1945. Dans cette période, les femmes noires, elles s'articulaient plus ou moins avec toute la répression qu'on peut vivre pendant une dictature. Je vais aller après 1945 parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout les périodes, au moins dans les premiers moments, les périodes démocratiques. Donc, 1945, c'est fini la dictature de Vargas et cette décennie, elle est marquée par le début de la guerre froide, mais aussi par l'apparition des différents mouvements encore féministes, antiracistes et de gauche qui étaient plus ou moins liés à ces mouvements qui se sont consolidés au début des années 30. Parfois, il était des mouvements complètement nouveaux et parfois, c'était des mouvements qui étaient organisés par ces personnes qui, en 1937, ont été emprisonnées, exilées, voilà, qui n'ont pas pu militer de manière, dans un contexte démocratique. À cette époque, donc, pour les mouvements antiracistes, le principal qui va apparaître, c'est le théâtre expérimental du noir, théâtre expérimental du negro, o TIM. Il apparaît en 1944. Son principal journal, il s'appelait Quilombo. Quilombo, c'est les marronnages, pour traduire en français. Quilombo va exister de 1948 et de 1950. O TIM, il va exister de 1944 jusqu'à 1961. Le journal Quilombo, il explique un peu les positionnements politiques du groupe. Selon Abdias Nascimento, qui était un leader, le théâtre, il n'a aucun lien avec les idéologies, les partis, ni ceux autodéfinis comme démocratiques, soit-il de droite, soit-il de gauche. Cependant, on trouve au sein du théâtre plusieurs hommes et femmes engagés dans les mouvements de gauche. Donc, plusieurs fois, on voit un lien direct entre la lutte anticapitaliste et la lutte antiraciste. Y compris les sociologues français Roger Bastide, qui va écrire beaucoup sur le Brésil dans les années 50. En 1951, il affirmait que l'opinion des militants noirs de gauche était largement majoritaire dans les organisations antiracistes brésiliennes. Par exemple, le théâtre, il louait les espaces de l'Union nationale des étudiants, qui est l'Organisation nationale des étudiants
qui depuis sa création dans les années 30 est majoritairement lidérée par les communistes. Il y a aussi, à l'intérieur du TIM, du théâtre, en 1950, le Conseil national des femmes noires. Ce Conseil national des femmes noires, il va être un département féminin du TIM. Et c'est clair, il va articuler la question de la femme, la question féministe, la question raciste. Et plus une fois, de la même façon que les journaux qui l'ont, elles ne vont pas dire si elles sont de gauche ou de droite. Mais on voit encore une fois tout un discours très de gauche, sans le dire directement. Sa principale liderança était Maria de Lourdes Vale Nascimento, qui était une assistante sociale, journaliste et professeure. Donc, le Conseil national, il va donner des cours d'alphabétisation pour les enfants et les adultes, encore une fois, des cours professionnalisants, parce que ça, c'était très important. Il fallait que les populations noires aient un métier. Ils vont aussi créer l'association des employés domestiques, vont lutter aussi pour la réglementation de cette activité. Ils vont aussi, ça c'est très intéressant, travailler, vont élaborer un discours sur les facteurs psychiques liés à la prostitution. Parce qu'elles considèrent aussi que la majorité des prostituées au Brésil, en tout cas les prostituées qui sont dans des conditions vraiment très compliquées, il y a beaucoup de femmes noires. Donc ça, c'est très pionnière, je peux dire, parce qu'elles vont créer un discours là-dessus, elles vont travailler là-dessus. C'est très difficile de trouver des sources à propos de cette thématique-là. Je suis encore dans une recherche constante. Je sais qu'il a eu ces discours. Je n'ai rien trouvé de concret encore, mais je sais que ça existait. Quand on recherche, on trouve. Et aussi, le Conseil va travailler beaucoup sur la situation des populations qui vivent dans les favelas, soit dans les quartiers populaires. Encore, en rejoignant ce que beaucoup de communistes sont déjà en train de faire, la question des demandes pour une meilleure condition de vie, c'est-à-dire un meilleur logement, contre une meilleure alimentation, un meilleur logement, une meilleure alimentation, des meilleurs droits de travail, pour les infrastructures des quartiers, de l'eau courante. Quand dans les années 50, c'était très rare, mais voilà, c'est qu'on considérait minimum de l'infrastructure d'un quartier dans les années 50, soit un puits d'eau, puisque l'eau courante, elle était même dans les quartiers plus riches, c'était quand même, ce n'était pas encore généralisé. Mais voilà, c'est que l'on considère important pour ces groupes-là à cette époque. Et là, je me pose la question suivante. Ces conseillers du Conseil national des femmes noires, ont-elles participé des articulations entre les organisations de gauche et les organisations de quartier, en sachant que ces groupes avaient les mêmes demandes? Ma réponse est oui. Ce que j'essaie de développer dans la thèse, c'est que oui, bien évidemment. Surtout quand on pense que les TIM, donc les théâtres, il était un lien direct avec un journal appelé O Momento Feminino, donc les moments féminins, qui c'était un journal organisé par des femmes communistes. C'est un journal qui se disait féminin, ils n'utilisaient pas les thématiques féministes, ils utilisaient l'expression féminin, et elle se disait un mouvement féminin et communiste. Sachant que quand on lit les textes, on voit énormément des demandes, des discours qu'on va trouver après dans les mouvements féministes des années 70. C'est pour ça que je pense que ça se rejoint. Et ce journal, encore quand on prend les historiens qui ont travaillé, on ne va pas du tout analyser la question raciale des participantes de ce journal. On va le traiter comme si c'était des femmes. J'ai rédigé un article sur le moment féminin et j'ai pu apercevoir qu'il y a énormément de femmes noires qui participent du journal au moment féminin. On voit des photos, comme les journaux ils publient beaucoup de photos, donc on voit des photos avec les participantes de la ville de Fortaleza. Donc là, on voit plein de femmes noires. Les participantes de la ville, je ne sais pas, de Recife ou de São Paulo, peu importe, on voit beaucoup de femmes noires.
On voit aussi des femmes noires qui écrivent pour les journaux. On voit aussi des femmes noires qui participent activement de toutes les activités du journal. Donc là, je me suis dit, bon, elles ne sont pas, oui, elles sont, plus une fois, elles sont présentes. Et ce journal, on voit que les teams publient des choses, les théâtres, ils publient des choses du moment féminin, et le moment féminin publie des choses du team. Donc, il y a obligatoirement un dialogue entre ces deux journaux, plutôt les Quilombo, qui est le journal du team. Ces deux organisations, elles sont situées à la ville de Rio de Janeiro, qui est la capitale du Brésil à cette époque-là. Donc, on va voir aussi en 1945, à la fin du gouvernement de Vargas, se renforcer au Brésil les comités démocratiques populaires. Le comité démocratique populaire, c'est une stratégie du Parti communiste brésilien pour encourager les militants à créer des cellules dans les quartiers, y compris évidemment les défavorisés, mais aussi dans les entreprises, dans les usines, dans les ateliers, dans le but de répondre aux demandes de la population. Les cellules représentaient donc un espace de discussion sur les angoisses et les espérances des individus. Néanmoins, elles leur permettaient aussi de connaître la pratique de la lutte pour des droits. Les citoyens faisaient part de leurs revendications locales, en particulier celles liées à la cherté de la vie, aux conditions de travail et à l'infrastructure des quartiers. Et pour les aider à participer pleinement à l'État démocratique, on leur présentait des méthodes d'organisation et une action politique. En somme, c'était des lieux d'échange entre les communistes et les habitants des quartiers, surtout les femmes au foyer et les travailleuses autonomes, et aussi entre les communistes et les ouvriers des usines, des entreprises et des ateliers. Plusieurs historiens, encore une fois, observent que les femmes communistes, sans analyser les caractères raciaux, ont été les principales responsables de la mise en place de ces cellules dans les quartiers et plus tard de la consolidation des comités démocratiques populaires. Mais qui étaient-elles, ces femmes qui vivaient dans les quartiers pauvres et qui, par l'intermédiaire des comités, revendiquaient de meilleures conditions de vie et de travail? Les femmes noires. Donc, autrement dit, moi je considère dans ma thèse que ce sont des femmes non blanches qui ont joué un rôle de leadership au sein de ces entités politiques de gauche, mais aussi des mouvements racistes et pourquoi pas les mouvements féministes. Et nombre d'entre elles exerçaient d'activités professionnelles subalternes. Certaines étaient des simples ouvrières, surtout des ouvrières. Elles faisaient partie d'associations et des comités des habitants des quartiers défavorisés, tout en œuvrant pour les syndicats et les partis. Par conséquent, il est impensable de considérer la participation des femmes noires des banlieues ou des favelas simplement à partir du déplacement des militants supposés issus de l'élite, donc des militants blancs, qui allaient dans leurs quartiers défavorisés et, comme on dit, lutter, parler à la place des femmes. Non, je ne crois pas à ça. Parce qu'aller dans ce sens reviendrait à valider une conception d'action politique verticale, voire une manière de penser qui justifierait un investissement disproportionné des deux groupes face aux objectifs. Donc, personnellement, je pense que les femmes noires et métisses ont été des actrices du mouvement social de gauche qui s'est mis en place au Brésil au XXe siècle. Il existait un historique d'intervention féminine dans les organisations de gauche, féministes et racistes, au moment du coup d'État de 1964. Donc, dans la suite de mon travail, après beaucoup d'efforts pour essayer de prouver, on peut dire ça, de dire oui, les femmes noires, elles ont participé de ces trois mouvements et à partir de cette participation, elles vont créer un embryon de ces mouvements des femmes noires qu'on va voir exploser dans les années 80. Cette lutte, elle commence à la fin du XIXe siècle.
et non comme pensent plusieurs historiens latino-américains, mais je dirais aussi européens, que les femmes noires se sont mobilisées seulement dans les années 80. Il y a un discours comme ça que seulement dans les années 80 qu'elles ont décidé d'aller là-bas lutter contre les discriminations des genres, des races et des classes. Non, moi je crois que dans les années 80, elles ont une plus grande visibilité. Peut-être que les historiens, les sociologues se sont plus intéressés à ces groupes, mais dans la réalité, elles sont en train de lutter, elles sont en train de s'articuler, de s'immobiliser, d'écrire, de créer des actions politiques, de souffrir avec la répression, parfois être torturées, assassinées. Elles sont en train d'œuvrer politiquement depuis la fin du 19e siècle. Ça, je rejoins beaucoup Bell Hooks dans son discours sur les femmes noires aux États-Unis, mais évidemment, je travaille avec le Brésil. Donc, dans la suite de mon travail, je m'intéresse aux facteurs conjoncturels des années 60. Donc là, je pose la question suivante. De quelle mesure le système répressif a-t-il touché les populations défavorisées, majoritairement noires? Fondée en 1963, la Fédération des associations des favelas de l'État de Guanabara, qui c'était Rio de Janeiro en français, a été fortement influencée par les partis communistes depuis le début. Le but de cette fédération qui rassemblait toutes les associations des quartiers, des favelas, des quartiers défavorisés, son but était de créer des ressources collectives contre les délogements forcés des habitants qui se voyaient alors privés des liens familiaux, identitaires et sociaux qui dataient des décennies, voire des siècles. Donc, la fédération, elle proposait des stratégies communes à ces expulsions des populations, surtout quand on voulait expulser pour construire des quartiers riches à la place des favelas, disant vous allez encore plus à la périphérie de la ville. La fédération luttait aussi, elle proposait aussi des stratégies communes contre les barrages policiers. Parce qu'il faut voir que les gendarmes entraient dans les favelas et voilà, comme on sait aujourd'hui, comme il a dans les quartiers pauvres de plusieurs grandes villes, entraient et exerçaient toute sa violence, tout son pouvoir d'oppression, se considérant de toute légitimité. Donc, c'est ce qui explique cette fédération qui est très active et très influencée par les PCB, par les partis communistes brésiliens. Ça va évidemment avoir comme conséquence différentes actions de surveillance et d'investigation qui vont être menées dans ces quartiers populaires, y compris après 64. Parce que 64, on a les coups d'État organisés par les militaires, qui est un coup d'État qui va être très, très oppresseur envers les mouvements de gauche, mouvements féministes et mouvements racistes. Donc, on va voir plusieurs actions menées par les militaires pour créer un système de surveillance dans les favelas, en disant que, en justifiant ces pratiques dans cette période à partir des affirmations successives sur la tendance, là j'ai dit entre guillemets, naturelle de la population noire à la criminalité, voilà, malheureusement, il a ce discours, et la crainte qu'il soit à la base d'une insurrection communiste. Donc, les militaires, ils croyaient déjà que les Noirs pouvaient être à la base d'une insurrection communiste au Brésil. Ainsi, ils vont renforcer la présence des forces militaires dans cette région et, évidemment, entraîner une forte répression à l'origine d'une surveillance permanente des moindres aspects de la vie quotidienne des individus et des groupes organisés. Ils vont, y compris les militaires, valider deux décrets qui vont être utilisés comme dispositifs légaux d'ingérence par les secrétariats aux services sociaux. Ça veut dire que personne ne pouvait construire une maison dans une favela sans demander ce secrétariat qui était dirigé par les militaires, par les forces liées à la dictature.
Évidemment, ils vont, l'association, la fédération d'associations des favelas, elle va, 63, elle est déjà très étroitement liée au PCB. Elle va créer tout un discours lié à la classe, mais aussi à la question du racisme et tout. Évidemment, elle va être mise à la clandestinité en 72, si je ne me trompe pas. Ils ont organisé un congrès en 64, 68 et 72. Et 72, les militaires vont décréter que cette fédération, elle est illégale, parce qu'elle est très de gauche. Donc, ma recherche des thèses, elle se penche plus spécifiquement sur la participation des 9 femmes noires qui ont lutté contre les coups d'État à partir de 64, contre ce gouvernement imposé par les militaires, et parallèlement pour leur reconnaissance de leur différence et discrimination des genres et des races. C'est pour ça que j'ai fait, en tant qu'historienne, j'ai fait un retour de cette histoire des femmes noires depuis la fin du XIXe siècle. Je me suis penchée sur la vie des 9 femmes noires. Diva Moreira, Maria do Espírito Santo Tavares dos Santos, Teresa Santos, Helenira Rezende de Souza Nazaré, Lúcia Maria de Souza, Dória Lúcia de Lima Barreto, Maria Diva de Faria, Arabella Pereira Madalena e Edna Maria Santos Roland. Ces femmes, elles sont originaires de différentes régions du Brésil, du Nord-Est, du Centre-Ouest, du Sud et du Sud-Est. Je n'ai pas trouvé des femmes originaires de la région Nord. Évidemment, elles ont existé. C'est moi qui n'ai pas pu réaliser les entretiens. Toutes ces femmes, donc, elles sont originaires de plusieurs régions, mais leur lutte va se concentrer dans la ville de Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, pendant la dictature. Sauf pour Dória Lúcia de Lima Bertulho, qui va rester plus dans la région sud, à Curitiba et Florianópolis. Ce n'était pas un choix, je ne peux pas dire que ce n'était pas un choix, je ne me suis pas dit, je vais travailler surtout avec la région de Rio, São Paulo et Belo Horizonte. Ce n'était pas ça que je voulais. C'est bien que je me suis intéressée par des femmes originaires de différentes régions, mais comme je n'ai pas eu de financement pendant la thèse, je dois avouer que je n'avais pas les moyens de voyager tout le Brésil. Donc, j'ai dû me concentrer sur ces 3 villes, qui ce sont des centres quand même économiques, culturels, politiques, et qui géographiquement sont plus près de ma région natale. Je suis de Minas Gerais. Donc, ces femmes, ces 9 femmes, elles étaient d'origine modeste. Leurs proches occupaient des postes de femmes de ménage, des ouvriers, des agriculteurs, des travailleurs autonomes, fonctionnaires en bas de l'échelle. Donc, ces femmes avaient toutes elles avaient des proches qui travaillaient quand même dans des activités considérées subalternes. Encore considérées subalternes, encore aujourd'hui au Brésil. Quand j'ai dit une activité subalterne au Brésil, je vous dis vraiment une activité très mal payée, avec très peu de droits, avec des droits sociaux, voilà, surtout sociaux. Donc, ces femmes sont d'origine modeste. Elles vivaient toutes dans les quartiers populaires des grands centres urbains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans leur histoire de vie, leurs expériences au sein de ces groupes politiques mobilisés contre la dictature s'ajoutent aussi les historiques des militantismes de leurs proches sur les lieux d'habitation et de travail. Donc, la majorité de ces femmes ont un père, une mère, une tante, un grand-père, une grand-mère, qui dans les années 10, 20, à la fin du 19e siècle, étaient déjà des militants politiques et qui luttaient surtout dans les lieux d'habitation et de travail avec les mouvements antiracistes, avec les mouvements de gauche et avec les mouvements des femmes. Donc, elles sont, plus d'une fois, j'ai pu apercevoir que cette lutte est une continuité, est un processus qui est une continuité de l'histoire du Brésil. Donc, dans les années 70, ces femmes, elles ont intégré
surtout les mouvements étudiants. Je me suis fixé pour objectif de travailler les mouvements étudiants dans cette période, des années 60-70. Pourquoi? Parce que dans la première partie de la thèse, j'ai pu déjà affirmer que la majorité des mouvements ouvriers sont des Noirs, même si les historiens ne citent pas les caractères raciaux. La majorité des mouvements paysans sont composés aussi par des Noirs, même si, encore une fois, l'historien ne cite pas ça. Les mouvements, par exemple, religieux, surtout des paroisses modestes, y compris les mouvements catholiques ou protestants, dans les paroisses modestes, sont composés aussi par les Noirs, par plusieurs populations noires. Les mouvements, par exemple, des forces armées, que le Brésil était très important à cette époque, parfois contre le statu quo, contre les régimes politiques. Il y avait beaucoup de communistes dans les forces armées, dans l'armée brésilienne. Donc, surtout les militaires, les soldats, ceux qui n'étaient pas gradés, il y avait beaucoup de soldats qui étaient noirs, parce que entrer dans l'armée, c'était une manière d'apprendre à lire, de trouver un travail voilà, pour toute une vie. Donc, beaucoup de Noirs aspiraient les services militaires comme activité professionnelle. Et beaucoup étaient noirs. Donc, même si les historiens n'ont pas cité les caractères raciaux de ces groupes, si on va passer une semaine au Brésil sans étudier un peu sur le Brésil, on sait qu'ils sont noirs. Donc, voilà, les mouvements sociaux au Brésil ont été consolidés par les populations noires. Mais et pour les universités? Comment on fait pour les espaces intellectuels? C'est pour ça que je me suis intéressée au mouvement étudiant dans un premier moment. Il faut savoir, comme j'ai dit au début de l'intervention, que les Noirs ont toujours eu pour objectif intégrer les systèmes d'abord primaires, être alphabétisés, voilà, suivre les collèges, lycées, mais là, l'objectif final qui est intégrer le système universitaire, évidemment, le système universitaire brésilien. Donc, beaucoup de Noirs, depuis toujours, je peux dire, vont aspirer, vont essayer par tous les moyens d'avoir accès à l'enseignement supérieur, qui était synonyme de mérite personnel et de mobilité des classes, mais aussi et surtout de reconnaissance de la production des savoirs, une conduction intellectuelle indispensable dans les processus d'émancipation de toutes les personnes opprimées et exploitées. Donc, ils vont essayer d'entrer au mouvement étudiant qui, à cette époque, représentait un espace véritable de participation politique. À titre d'exemple, l'Union brésilienne des élèves du secondaire, UBS, et l'Union nationale des étudiants, UNE, donc la UNE et la UBS. Ces deux organismes sont intervenus dès 1961 dans la campagne pour la légitimité qui visait à assurer l'ascension du président Goulart à la présidence, contre un coup d'État de droite qui était déjà en train d'être organisé par les militaires, qui ne voulaient pas que Goulart, qui était perçu comme un président de gauche, arrive à la présidence, si bien qu'il était élu. Pardon, il était élu en tant que vice, le président est parti, donc lui en tant que vice-président, il devait prendre la place de Jânio Quadros, mais il était légitime pour prendre cette place en tant que vice-président. Mais les militaires ne voulaient pas, puisqu'il était jugé trop de gauche. Donc, les mouvements étudiants, ils vont se rassembler pour cette campagne pour la légitimité. En outre, les étudiants ont participé activement aux manifestations en faveur des réformes de base, la réforme fiscale, bancaire, administrative et surtout agraire. Surtout agraire, il ne faut pas que dans la réforme agraire elle était très importante, qui était alors considérée évidemment un facteur à l'origine de la Révolution brésilienne. Donc, ces réformes elles étaient perçues comme les débuts de la Révolution socialiste brésilienne. Donc, les étudiants, ils sont devenus les composants fondamentaux d'un vaste front anti-latifúndio et anti-impérialisme, formé par différentes factions,
donc les ligues paysannes, les ouvriers urbains de l'Organisation générale des travailleurs, notre CGT, les officiers subalternes des forces armées, secteurs de l'Église catholique et groupes de la nouvelle gauche, artistes, intellectuels. La nouvelle gauche, ce sont des groupes de gauche qui sont consolidés dans les années 60, qui étaient, on peut dire, rupture avec les partis communistes brésiliens, considérés trop réformistes, pas trop révolutionnaires. Donc, ces nouvelles gauches, elles vont être pour la lutte armée. Elles vont être pour la lutte armée. Elles vont être en rupture avec l'Union soviétique aussi. Et elles vont être inspirées surtout de la guerre d'Algérie, de la révolution cubaine et de la révolution culturelle chinoise. C'est intéressant parce qu'ils vont donc s'inspirer encore des révolutions organisées par des pays où il y a une forte majorité de populations non blanches. Donc, voilà, Cuba, voilà, c'est Chine et l'Algérie. C'était ces trois références de cette nouvelle gauche, qui vont être pour la lutte armée, puis une révolution. Après, elles vont se diverger dans les... Comment on va faire cette révolution, comment on va s'organiser en tant que parti. Mais dans un premier moment, elles sont voilà, pour la lutte armée, pour la révolution, un peu en rupture avec les partis communistes brésiliens qui jusqu'alors étaient hégémoniques. Donc, je me suis intéressée donc par la participation de ces 9 femmes au mouvement étudiant. Elles ont participé de ces mouvements en tant que sympathisantes, en tant que militantes, mais aussi en tant que leaders. En tant que leaders aussi. Il ne faut pas croire qu'elles n'ont pas assumé les positions de liderances parce qu'elles ont assumé. Et ces espaces sont devenus un important centre de résistance face à la dictature. Certaines de ces femmes se sont engagées dans la lutte armée, mais elles ont été victimes de persécutions militaires et été assassinées. Là, je pense surtout au cas d'Helenira et Lúcia, qui ont pris les armes, sont partis à la guérilla du Araguaia. Helenira a eu un rôle très important en tant que leader, elle est devenue, les féminins, d'un commandant, voilà. Je ne saurais pas dire ce mot en français. Donc, elle est devenue un commandant de son groupe, Helenira. Lúcia aussi, elle a un rôle de leader de la guérilla de l'Araguaia, qui était la guérilla la plus importante à cette époque. Cette époque. Il a eu plusieurs foyers de lutte armée, mais la guérilla de l'Araguaia était très importante. D'autres femmes, par exemple, se sont exilées en Europe et en Afrique, qui était un continent alors marqué par les guerres d'indépendance. Donc, on voit, par exemple, Arabelle, qui va venir en France. Et en France, elle m'a dit, je lui ai demandé dans l'entretien, est-ce que tu as eu connaissance de la coordination des femmes noires? Elle a dit oui. Elle n'a pas participé, mais elle a dit oui. Donc, ces femmes, Arabelle, par exemple, quand elle arrive en France, elle va être très proche des mouvements féministes. Soit les mouvements féministes français, formés par les MLF, ouais, les mouvements de libération des femmes, soit par les mouvements des femmes latino-américaines qui étaient organisées à Paris dans la lutte contre la dictature de leur pays, soit au Chili, en Argentine, au Uruguay, mais aussi pour une lutte féministe. Donc, Arabelle, par exemple, elle va circuler dans ces mouvements des femmes féministes français et évidemment, elle va aussi s'articuler avec les mouvements antiracistes français. Donc, elle va être très proche des mouvements caribéens, des mouvements africains. Et là, elle me dit, si, elle ne m'a pas cité des noms des groupes antiracistes spécifiques, mais elle a dit, si, j'étais plus ou moins en relation avec ces personnes. Donc, Arabelle, je ne peux pas parler de la trajectoire spécifique de chacune de ces femmes, puisque c'est des trajectoires très longues. J'ai fait ça dans la thèse, mais ici, je vais parler de manière plus bref. Mais Arabelle, par exemple, c'était une femme qui en France, elle a participé de plusieurs mouvements sociaux, féministes antiracistes, et de gauche, puisqu'elle était aussi était membre du Parti communiste brésilien en exil à Paris. Ensuite, Arabelle va partir au Mozambique.
Elle va, en 74, elle va partir au Mozambique, qui vient d'être indépendant et qui cherche des travailleurs spécialisés, des cadres. Donc, le gouvernement du Mozambique, il va entrer en contact avec le gouvernement, les partis communistes brésiliens, pardon, pas le gouvernement, on est en pleine dictature. Il va entrer en contact avec les partis communistes brésiliens, qui va entrer en contact avec ceux qui sont exilés à Paris pour créer un groupe de Brésiliens qui partent au Mozambique. Mozambique, c'est un pays lusophone aussi, on parle portugais aussi, qui vont partir au Mozambique travailler dans les divers services qui vont être réarticulés pós-indépendance. Sachant que Mozambique, à ce moment, a l'objectif de mettre en place un gouvernement de gauche. Un personnage très intéressant aussi, par exemple, c'est Teresa Santos. Teresa Santos, elle va participer de la guerre d'indépendance de Guinée-Bissau et de l'Angola. La partie de la Guinée qui est lusophone aussi, et l'Angola aussi est lusophone. Donc, Teresa, elle va vraiment être une leader. Teresa, elle a un contact direct avec Agostinho Neto. Elle, en Angola, au Guinée aussi, elle va, y compris, travailler dans une école qui est dirigée par la femme du président. Elle va travailler dans le ministère de la Culture. Elle devient, comment dire, la première conseillère du ministre de la Culture. Elle va participer des programmes de télé. Teresa, elle a une trajectoire très intéressante en Afrique. Et pourquoi ces femmes partent en Afrique? Parce qu'il a cette logique de on retourne aux sources, on retourne dans les terres de nos ancêtres, surtout que cette région-là a comme objectif de mettre en place un gouvernement de gauche, qui est le cas d'Angola, Moçambique et Guinée. Donc, il a tout ce regard vers l'Afrique, ce regard vers l'Europe aussi, et aussi un regard vers l'Amérique latine, puisque ces femmes elles vont aussi circuler dans d'autres pays d'Amérique latine, en tant qu'exilée et aussi en tant que militante politique. Teresa, elle part en Guinée d'abord et après en Angola en tant que militante politique pour participer de la lutte armée. Donc, elles vont assumer des rôles de leaders. Donc, toutes ces femmes, toutes ont été directement ou indirectement, elles ont fait directement l'expérience de la clandestinité, de la prison et de la torture. Elles ont souffert des violences voilà, très, très lourdes pour celles qui ont été en prison, notamment Arabelle, Maria Diva, dont je me souviens ici. Teresa aussi, elle n'a pas été... celle qui était, par exemple, que je vois ici, Teresa, elle était emprisonnée. D'ailleurs, elle dit quelque chose, Teresa, elle a dit, elle était emprisonnée et au moment qu'elle était incarcérée, les militaires vont dire, ah, cette femme-là, elle ne connaît rien, on dit, elle ne connaît rien, on peut la libérer. Donc, elle va profiter du racisme pour pouvoir, si on peut dire, se sortir. Alors qu'elle était déjà une leader depuis longtemps. Teresa, elle faisait partie des écoles des Sambes, qui étaient très influencées par les partis communistes aussi. Elle était déjà un personnage politique très, très important. Helenira va être assassinée par les militaires. Lúcia também vai être assassinée. Maria Diva est emprisonnée. Arabelle aussi, elles sont emprisonnées. Elles n'ont pas eu le racisme, on ne les a pas fait s'échapper parce qu'elles étaient vraiment torturées. Dora Lúcia, elle n'a pas été en prison, mais son père et son frère, qui étaient des militants politiques, qui étaient, donc étaient largement torturés aussi. Donc, toutes ces femmes vont faire cette expérience, soit elles-mêmes, soit leurs proches. Donc, pour conclure, parce que là, il faut laisser un moment pour les questions. Juste un instant ici, parce que j'ai bougé la page, donc j'ai perdu la suite. Voilà, j'ai trouvé. Donc, ces femmes, donc j'analyse la trajectoire de ces femmes dans les années 60, dans les mouvements étudiants, et en même temps, à ces moments-là, elles vont être en contact avec les mouvements féministes antiracistes. Les mouvements féministes brésiliens dans les années 60, ils vont émerger au sein des mouvements de gauche.
alors que les mouvements féministes ils vont émerger au sein des mouvements de gauche, alors que les mouvements antirracistes ils vont être étroitement liés. Tant si bien que les MNU, les mouvements noirs unifiés, qui va apparaître en 68, il est composé par des militants originaires de la Convergence socialiste, qui est un groupe de gauche opposé à la dictature. Donc, ces femmes, elles vont articuler plus une fois, comme elles font depuis la fin du 19e siècle, mais c'est une autre génération, mais aussi inspirée par leurs ancêtres. Elles vont articuler plus ou moins dans les mouvements de gauche, plus ou moins non, complètement dans les mouvements de gauche, et en même temps, elles vont s'approcher dans les mouvements féministes antirracistes. Il faut savoir que parfois, par exemple, Thérèse, elle commence dans les mouvements antirracistes avant d'aller vers les mouvements de gauche. Donc, les trajectoires sont différentes selon chaque personne, mais il a toujours cette demande d'articuler ces trois thématiques dans leur lutte politique. Et c'est pour ça qu'évidemment, elles vont jouer un rôle significatif dans les mouvements des femmes noires qui vont apparaître dans les années 80, moment où on voit la dictature finie et au Brésil va s'initier un nouveau processus démocratique. La dictature, elle a duré de 64 à 95. Donc, toutes ces femmes qui ont été militantes dans les années 60-70, dans les années 80, quand le pays va s'ouvrir démocratiquement, et là, on va créer différents postes politiques, elles vont faire partie. Quand les mouvements sociaux vont s'articuler avec dans la légalité, avec plus de visibilité, elles vont faire partie. Elles vont assumer des postes de leaderance et elles vont lutter dans tout ce qui beaucoup d'historiens aujourd'hui définissent comme mouvement de mulheres negras, que c'est les mouvements des femmes noires. C'est qui est à la fois inséré dans les instances publiques. Par exemple, on va créer les premiers organes de politique publique pour les femmes, c'est désolé, j'ai un blanc ici, tout à l'heure va venir. Pardon, là j'ai vraiment un blanc. Donc, c'est le premier organe des organes publics des politiques pour les femmes. Et elles vont participer aussi de plusieurs mouvements sociaux. Donc, des mouvements, soit-il féministe, soit-il antiraciste, soit-il de gauche, soit-il en articulant les trois thématiques. Elle va être protagoniste. Et là, je suis en rupture donc, avec ces discours qui disent que les femmes sont émergées dans les années 80 comme ça, comme s'il n'avait pas eu une trajectoire qui datait de plusieurs décennies. C'est clair que ces femmes, elles vont faire face à plusieurs obstacles, y compris la division sexuelle du travail révolutionnaire, qui rendait difficile l'incorporation complète des femmes noires. Donc, elles vont beaucoup critiquer ça, surtout dans les mouvements de gauche. Et surtout dans les mouvements de gauche, encore une fois, elles étaient légataires des théories qui déshumanisaient les corps non blancs et qui les renvoyaient aux zones du non-savoir. Donc, ces femmes vont lutter constamment dans ces mouvements étudiants pour prouver qu'elles sont capables de promouvoir un discours, une pensée, soit-il orale, soit-il écrite, constamment. Et c'est là aussi, je pense, que c'est où elles vont s'approcher de manière définitive des mouvements féministes antiracistes. C'est à ce moment-là où elles sont confrontées de ces mouvements de gauche, à toute cette discrimination qu'on peut voir liée aux femmes noires. Et je considère donc que c'est au sein de ces mouvements qu'elles ont rompu avec les critères des rationalités occidentales impérialistes et qui vont créer des textes comme au pouvoir qui seront plutôt développés, par exemple, par Leila Gonzalez, qui n'a pas été, elle ne se définit pas comme une militante de gauche comme les autres, celles que j'ai citées, mais qui sont très proches. Y compris Leila, elle fait partie du MNU, du Movimento Negro Unificado. Donc c'est ça. En fait, l'expérience de ces groupes de résistance, ils vont s'avérer essentiels pour la réussite de leur action future dans les mouvements des femmes noires, qui, pendant les processus de redémocratisation des années 80,
sont parvenus à s'imposer davantage sur la scène politique internationale et au sein des instances publiques des pouvoirs. Donc, je vais insérer parce que ça fait 1h30 pour laisser la place aux questions, pour que ce ne soit pas trop serré. Alors, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que mon son va un peu mieux. Mais je vais commencer les questions. Je regarde si vous pouvez écrire. Mais moi, j'ai des questions. Et, attends, non, il n'y a pas encore des questions dans la conversation. En fait, moi, tout le temps, je me suis posé la question sur déjà, en connaissant le Brésil, je me suis posé la question sur ta méthodologie, vu que c'est un pays où on aime bien effacer l'histoire et qu'on brûle des documents et que c'est très, je sais que c'est très dur d'avoir accès à plusieurs documents. Donc, moi, je me suis beaucoup posé la question, genre, comment c'était ton terrain, finalement, quand tu as parlé un peu d'interviews, de parler avec des gens, mais par rapport aux sources, j'ai ça comme première question. Et comment est-ce que tu as trouvé tout ça? Et aussi, pareil, comment est-ce que toutes ces informations, genre, tu as parlé de gens qui ont voyagé, genre, je me demandais comment est-ce que déjà, comment est-ce que ces femmes, elles réussissaient de voyager dans d'autres pays pendant ces différents moments de l'histoire que tu as parlé? Et comment est-ce que ces infos circulaient, en fait, vu la condition des personnes noires au Brésil au début du dernier siècle. Donc, pour les sources, avant les années 60, je travaillais donc surtout avec les journaux. Donc, je travaillais avec la presse ouvrière, pour les communistes, anarchistes, voilà, socialistes, pour voir de quelle mesure ils parlaient des Noirs et des femmes noires. Je travaillais avec le journal Quilombo, du Tim. J'ai travaillé avec o Momento Feminino, né, que se dit que c'est les mouvements des femmes, qui se considèrent un mouvement féminin et de gauche. Donc, c'était surtout les journaux. Ces deux-là, c'était les principaux. Et après, dans la presse ouvrière, j'ai pris plusieurs records. Je n'ai pas eu un seul, j'ai pris plusieurs records. Pour les années 60, bien évidemment, j'ai choisi les sources orales. Donc, je travaillais avec l'histoire orale. C'était des entretiens, puisque ces femmes sont vivantes. Donc, c'était extrêmement difficile de les trouver. Hein. C'était vraiment pas un cadeau, mais c'est faire. Donc, voilà, je travaillais surtout avec les entretiens. J'ai réalisé 22 entretiens. Elles étaient avec deux hommes et 20 femmes. Pas toutes, deux femmes ne se définissaient pas comme noires, non, trois. Mais j'ai passé l'entretien avec ces femmes parce que ces trois femmes, c'était le seul moyen d'arriver jusqu'à, par exemple, la Maria Diva de Faria. Avant d'arriver jusqu'à Maria Diva, j'ai dû passer un entretien avec trois femmes pour réussir enfin trouver les coordonnées jumelles voilà, de Maria Diva. Donc après, évidemment, j'ai parlé de leur trajectoire de la thèse. Donc pour les sources, c'était surtout ça. Donc, comment les infos circulaient? Bon, déjà, les partis de gauche, ils ont cet objectif de créer une lutte internationale. Donc, évidemment, leurs infos, ça circule, les partis parlent entre eux, les partis brésiliens parlent avec les partis argentins, donc les militants, ils s'échangent. Mais ça aussi, c'est vrai dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements féministes, puisque les mouvements brésiliens, antiracistes, par exemple, quand ils regardaient vers l'Afrique, ils étaient en lien avec les mouvements des mouvements panafricanistes, ils étaient en lien avec les mouvements des négritudes, ils étaient en lien avec tous ces discours, tous ces intellectuels, tous ces militants noirs qui étaient soit en Afrique, soit en Europe, soit en Amérique latine, et qui écrivaient, qui organisaient des événements, ils voyageaient, ils circulaient entre eux. On voit énormément d'étudiants africains au Brésil, comme on voit énormément de Brésiliens qui vont étudier en Afrique. Ça pendant les années 30, 40, 50, 60, 70.
Donc, voilà, il a cette circulation. Pareil pour les mouvements féministes. Les mouvements des femmes brésiliennes, surtout ceux qu'on considère très blancs des années 70, il était largement inspiré des Françaises ou des États-Uniennes. Donc, encore une fois, on allait à Paris, on voulait savoir bien qu'est-ce que Simone de Beauvoir faisait. Donc, à partir de ce moment, on voulait voir les autres qui pouvaient être connus à cette époque. Angela Davis était une référence déjà. Donc, on s'intéressait pour toutes ces personnes. On s'intéressait à savoir qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils produisaient. Et là, les informations, elles circulaient. Elles circulaient. C'est des groupes qui ont toujours eu l'envie d'apprendre, de se former. Donc, ils vont courir derrière les infos. Ils vont à la pêche aux infos. Ils savent d'aller plusieurs pays parce que ça leur intéresse directement. Je ne sais pas si j'ai répondu pour la question. Oui, et juste pour préciser, et au sein de ces mouvements et au sein des partis, on trouvait l'argent pour cette movimentation aussi. L'argent? Ah, l'argent, c'est toujours un problème dans n'importe quel mouvement social. Donc, voilà, on les trouvait plus ou moins. Évidemment que les partis communistes brésiliens devaient avoir un peu plus qu'un mouvement raciste dans une petite ville au Brésil, évidemment, puisqu'il était né, les partis communistes étaient très nationalisés, quelque chose de très centralisé dans Rio, qui avait tout un lien avec l'Union soviétique et tout ça. Mais l'argent, ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème. Non, c'était voilà, avec les moyens qu'on avait. C'était comme on fait aujourd'hui aussi. Voilà, comme on pouvait. Il y a une question ici, je vais te la lire. Je pense que... Attends. Hop. Alors, Roseline, en Argentine, il y a le mouvement Nosotros Paramos qui a su rassembler énormément de personnes. Est-ce qu'au Brésil, il y a quelque chose de similaire? Oui, oui. Est-ce que la personne qui a posé la question, elle peut me parler un peu de ce mouvement? Parce que j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas trop. Juste que je puisse faire une comparaison. Que je dise pas, que je ne donne pas de fausses informations. C'est un mouvement. Je pense que... Je pense que je vais écrire. Sinon, elle a une autre Est-ce qu'elle peut parler? Oui, elle peut parler. Ah, non, c'est juste, elle a écrit. Je ne connais pas non plus très bien, mais il y a eu beaucoup de manifestations depuis 2016. Ah, c'est le plus récent. Ah, d'accord. Bon, probablement oui. Après, moi, en tant qu'historienne, moi, je trouve très difficile de parler de l'actualité en tant que scientiste. Parce que je ne travaille pas avec l'actualité, donc je vais parler de manière très personnelle. Mais comme je ne vis pas non plus au Brésil, voilà, ça me pose aussi une difficulté de m'exprimer à propos des sujets de très actualité. Mais oui, si, moi je crois que si, puisque les mouvements sociaux en Amérique latine, il y a un dialogue très clair entre ces mouvements. Et on voit les choses vraiment apparaître de plusieurs pays à la fois. Donc oui, je crois que oui, si. Mais pour répondre à cette question, c'est vrai que j'aurais voulu connaître un peu plus sur les mouvements. Parler comme ça, c'est un peu difficile. Voilà, je risque de mal répondre. Je suis désolée. De mal répondre. Alors, il y a une autre question sur quel militante brésilienne et brésilien noir vous ont inspiré, vous inspire toujours et pourquoi? Moi, personnellement? Ouais, je pense, genre, la personne peut préciser, mais je pense que la question, c'est pour toi. Elles sont très nombreuses. Oui. Je n'ai pas un nom comme ça, mais parce que ça serait quand même malhonnête de citer un nom et ne pas citer les autres. Mais personnellement, aujourd'hui, je peux dire que ces 9 femmes avec qui j'ai travaillé, il y a aussi une 10e femme qui c'est Neuza Maria Pereira. Neuza Maria Pereira, elle apparaît au début de la thèse.
mais elle est aussi de ces femmes-là. Je peux dire qu'à ce moment, ce sont elles, ce sont ces 10 femmes-là qui m'inspirent le plus. Plusieurs sont intellectuelles, écrivent beaucoup, d'autres non. Certaines sont encore dans l'action, dans les mouvements sociaux, dans les instances publiques, d'autres non, sont en retraite, d'autres sont déjà décédées. Mais je pense que sont ces femmes-là. Et pourquoi? C'est parce que quand je me plains que c'est dur, moi je pense à ce que ces femmes ont vécu en pleine dictature avec les risques d'être assassinées, les risques d'être prises, d'être battues à mort, en train de voir leur mari se faire prendre, leurs enfants, leurs frères, leurs pères, leurs sœurs, leurs mères. Donc, avec toutes les difficultés économiques pour pouvoir être dans une université. Donc, je pense qu'elles ont vécu et je me suis dit que ça va. Même si on peut toujours améliorer, on peut toujours demander mieux, mais ma lutte politique, elle est quand même très confortable à côté de la lutte de ces femmes-là. Voilà. Je regarde dans la discussion. Ah, c'était juste marqué, oui, que tu pouvais citer plusieurs si tu avais envie. Ouais, donc ça serait cela, ces femmes-là que j'ai citées pendant l'intervention. Est-ce qu'on a d'autres questions? Après, juste pour revenir à cette question vite fait, je pense que celle qui doit nous inspirer en plus, les femmes noires qui doivent nous inspirer en plus, à nous toutes, ce sont celles de notre famille. Je pense que c'est celle-là qu'on doit apprendre, surtout nos mères, nos grand-mères, nos tantes qui ont été des guerrières. Voilà. C'est sûr. D'autres questions? Je regarde. Soyez pas timide si vous avez d'autres questions. Sinon, je vais poser une question. Sur les écoles, genre quand tu parlais parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper fort dans le mouvement, que je suis genre, il y a plein de choses que je suis très fière du mouvement noir brésilien, mais les écoles, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez du nombre de cette éducation qu'on a dans les quilombos et après, depuis très, très longtemps. Est-ce que tu pourrais juste en parler un tout petit peu et genre, comment, moi, je pense aux formations, genre, comment est-ce que ces profs, est-ce que tu as des ressources sur à cette époque-là, comment est-ce que les profs ils se formaient, comment est-ce qu'est-ce qu'ils parlaient de la culture noire brésilienne à ce moment-là? Ouais, les écoles, les professeurs, c'était des bénévoles parfois. Il a eu aussi des professeurs désignés par l'État. Ça veut dire que c'était des fonctionnaires qui allaient travailler dans ces écoles. Parce que, évidemment, l'objectif de ces écoles était de se faire reconnaître par l'État, pouvoir être l'école mais à part entière. Donc, il y a un historien qui, par contre, il écrit en portugais, il s'appelle Petrônio Domingues. Il écrit beaucoup sur l'éducation, y compris sur les écoles noires, au début du XXe siècle. Ces articles sont sur Internet. Donc, pour moi, ces écoles, je n'ai pas travaillé vraiment le quotidien. Donc, je ne peux pas te dire vraiment les détails des discours, mais les discours premiers, c'était contre les pratiques discriminatoires à l'école, puisque les écoles officielles, parce que parfois les élèves n'étaient même pas acceptés. On disait non, lui, il ne peut pas s'inscrire, seulement parce qu'il était noir. Parfois, il était accepté, mais il était extrêmement maltraité par les enseignants. On a ce discours aujourd'hui avec les collèges lycées français. Alors, on n'imagine même pas au début du XXe siècle.
Donc, ils étaient maltraités par les... non, tu n'es... L'intellectualité était dévalorisée, voilà, toutes ces choses-là. Ces élèves aussi, ils avaient beaucoup de difficultés pour avoir accès à l'uniforme, parce que les écoles au Brésil, qu'aujourd'hui on a un uniforme, et à l'époque on ne pouvait pas entrer si on n'avait pas ces uniformes-là. Avoir tout simplement un transport pour arriver jusqu'à l'école, et une alimentation pour pouvoir étudier. Donc les écoles aussi, elles essaient d'offrir parfois des services odontologiques, tu vois, d'offrir des services les plus divers qui allaient bien au-delà des cours, pour que les élèves puissent rester, offrir les uniformes, tu vois. Et ces établissements-ci, ils réalisaient aussi beaucoup de discours politiques aussi critiques contre les manuels scolaires. Puisque les manuels scolaires, alors encore aujourd'hui, on voit encore des choses, je peux dire quelque chose de très clair dans un manuel d'histoire français actuel qu'on dit encore la découverte de l'Amérique. Tu vois? Il parle de la colonisation de l'Amérique. L'Amérique n'a pas été découverte par les Européens. Si elle était découverte par quelqu'un, ce n'était pas les Indiens qui étaient là depuis des siècles avant l'arrivée des Européens. Donc, donc, il avait tout un discours selon lequel les Noirs étaient bêtes, les Noirs étaient ceci, voilà, des choses négatives. Donc, ces écoles, elles reprenaient ces manuels, qui étaient donc les manuels officiels. Ils disaient non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils essayaient de créer un nouveau discours à partir de ce matériel-là. Aussi, les fêtes nationales, quand on les fêtait, par exemple, l'abolition de l'esclavage. Mais il a dit, c'est la princesse Isabelle, qui était la princesse qui a signé le décret, la loi, en tout cas. Ah, elle est super gentille. Je dis, non, elle n'a pas fait ça par gentillesse. Donc, c'est tout ce discours, voilà, d'essayer de récupérer ce discours qui était très présent dans les écoles officielles à l'époque. Mais moi aussi, je suis très fière de ces établissements. Moi, je trouve que c'était super difficile de garder une école ouverte. Super difficile de pouvoir créer l'espace, trouver des enseignants, des parents voilà, qui puissent déposer ses élèves tous les jours, là, les matins et tout. Ce n'était pas facile. Pourtant, ils ont réussi avec toutes les difficultés, encore une fois. Mais ils ont fait de leur mieux, tu vois, ce qu'ils pouvaient. Ouais. Voilà, selon les moyens. Mais c'était des espaces vraiment très intéressants. Après, si tu veux savoir un peu plus sur les fonctionnements quotidiens de ces écoles, je te conseille de lire Petronio Domingues, puisqu'il écrit beaucoup sur cette thématique-là. Tu dis Petronio Domingues? Ouais, Petronio est le prénom, Domingues, je vais... les noms. Ouais, je vais écrire dans la discussion aussi. Par contre, il écrit en portugais. Oui. Et est-ce qu'on a encore quelques minutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Ah, il y a une question. Existe-t-il actuellement des relations fortes entre le mouvement afroféministe brésilien et celui des néocolonies françaises qui l'entourent, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane? Et si oui, lesquelles et sous quelle forme? Ah, ça c'est une bonne question. Existe. OK? Existe. Par exemple, nous, on a le 25 juillet, on a la journée de la femme noire latino-américaine caribéenne. Donc, il a un intérêt de parler avec tous ces mouvements latino-américains, y compris les Caribéens. Par contre, moi, je pense que c'est plutôt aux Guadeloupéens et Martiniquais de me le dire, et les Guyanais aussi, parce que c'est plutôt cette difficulté que ces régions en ont de s'identifier en tant que latino-américaine. C'est très personnel, hein? Je ne suis pas spécialiste de ces régions-là. Donc là, c'est encore quelque chose que j'ai dit de manière très personnelle. J'ai beaucoup de militants que j'ai connus en France, originaires de ces régions, m'ont dit « Ah, mais nous, on ne s'identifie pas trop avec l'Amérique latine. » Voilà. Avec les autres pays, on a un regard plutôt vers la France, vu cette présence française. Donc, je pense qu'il peut avoir une difficulté là-dessus, voilà, je pense. Mais il a un intérêt de créer un discours commun, une lutte commune ou des échanges. Je peux donner un exemple très clair.
Aimé Césaire, il était franc-fanon. Ils étaient beaucoup, très, très lus au Brésil dès la sortie de leurs livres. Alors, vous allez dire, ah, franc-fanon, Aimé Césaire, c'est des hommes. Par contre, on peut trouver Suzanne Césaire, qui est la femme d'Aimé Césaire, qui écrivait pour les femmes voilà, caribéennes et qui était aussi connue au Brésil, Suzanne Césaire. Elle était connue. Pour les femmes noires brésiliennes, la négritude était aussi Suzanne. Pas seulement Aimée, mais aussi Suzanne. Donc, il a cet intérêt de lire les femmes, des femmes caribéennes. Ben, je peux donner plus clair l'exemple de l'auteur des Tutubes, Condé, Maryse Condé. Maryse Condé, elle est lue au Brésil. Et voilà. Donc, on a plusieurs envies de Paulette Nardal. Voilà, quelqu'un encore, voilà, que je vais encore plus lire. Paulette Nardal, c'est un personnage qui évidemment, je ne peux pas dire que Paulette Nardal était aussi connue qu'Angela Davis. Non, non, non. Mais il a tout à... Ah, c'est qui ces femmes qui sont en train d'écrire en français? C'est qui ces femmes qui sont en train d'écrire en espagnol? C'est qui ces femmes qui sont en train d'écrire en anglais? On est quand même en continent. On doit s'unir entre nous pour parler d'une politique commune, surtout dans les années 60, qu'il avait beaucoup cette envie de créer des politiques régionales, hein, des politiques de l'Union des pays africains, voilà, l'Union des pays latino-américains. Donc, il a beaucoup cette idée de l'Union européenne. Et ça passe par les milieux des gouvernements, mais ça passe aussi par les réseaux sociaux, évidemment, qui ont cette envie jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est présent, cette envie de parler, de voir les autres. Et je pense qu'au Brésil, encore plus, parce qu'au Brésil, le Brésil, il a l'intérêt de voir les autres pays du Sud. Voilà. La France, c'est encore très difficile, parce que la France, elle regarde énormément les États-Unis. La France, j'ai dit les militantes noires françaises, leur centre de référence, c'est les États-Unis. Voilà, c'est l'Angleterre. Elle regarde largement plus les États-Unis que les pays du Sud. Mais quand on vous crée un discours décolonial, je pense qu'on est un peu censé de regarder avec un peu plus d'attention ce que le Sud est en train de dire, sinon ça va être compliqué d'écrire un discours décolonial en Europe. Très compliqué. Je dis ça en tant que française aussi, puisque je le suis, j'ai vu ici, et j'ai fait partie des mouvements sociaux ici. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? On attend un tout petit peu et on regarde s'il y aura. Suspense. Bon. Ah. Vous pouvez donner des exemples d'autrices brésiliennes à lire, du coup, pour savoir ce qui se dit. Ah, très bien. Pour chercher qu'est-ce qui se dit. En français, on va... Oui. Genre, ouais. Vous avez traduit toujours les États-Uniennes, maintenant vous me demandez des Brésiliennes, voilà, donc je ne peux pas vous offrir en français, voilà, c'est ça le problème quand on... Bon, je plaisante. Et je pense que quelqu'un de très bien lire... Il dit qu'il lit portugais aussi. Il y a quelqu'un qui dit qu'il lit. Mais je vais quand même... Tu peux dire, qu'est-ce qu'il y a en français. D'accord, bah, bon, aujourd'hui, je vais dire sur les femmes qui écrivent de manière générale, pas que sur l'afroféminisme. Donc, des femmes qui écrivent de manière générale sur les femmes noires, on a celles qui sont plus connues, qui est par exemple Djamila Ribeiro, on a Conceição Evaristo, on a Léla Gonzalez. Léla Gonzalez,
Je pense que certains de ces articles ont été traduits en français. Ana Gonzalo. On a Sueli Carneiro. Sueli Carneiro écrit beaucoup sur l'afroféminisme. Là, j'ai pas des plus connus. Par exemple, Edna Roland, qui c'est une femme qui j'ai analysé la trajectoire, elle écrit aussi. Edna Roland écrit, je suis en train de penser, Diva Moreira, elle écrit aussi. Maria Espírito Santo, elle est médecin, elle écrit, elle est plutôt dans le travail clinique. Bah, je suis en train de voir ici, Dora Lúcia também, elle écrit aussi. Ah, les femmes avec qui j'ai travaillé dans ma thèse. Neuza Maria, elle écrit aussi. D'ailleurs, elle est en train d'écrire sa autobiographie. Teresa Santos, elle écrit aussi son autobiographie, tu vois. Donc, je pense qu'il y a énormément de femmes noires au Brésil qui écrivent. Énormément, et qui écrivent sur la condition des femmes noires, soit en histoire, soit aujourd'hui. Un historien qui écrit beaucoup sur l'histoire, je pense aussi à Flávia Rios, à Cláudia Pacheco. J'ai oublié son prénom, mais son nom de famille, c'est Magalhães Pinto. Donc, on a beaucoup. Par exemple, sur l'Audelina, on a un livre d'Elisabeth Pinto. Donc, on a énormément. Certains de ces travaux ont été traduits en français, d'autres sont en portugais. Mais ceux qui sont plus connus aujourd'hui, actuellement, c'est Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo et Léla Gonzalo, je pense. C'est en France. Et qui sont traduits en français. Et qui sont traduits en français, ouais. Et qui font plus... Léla, elle est décédée, mais Conceição et Djamila, elles sont vivantes et elles viennent en France, elles font des conférences, elles sont déjà venues à Rennes, où j'ai vu tous les deux. Donc, je penserais plutôt à ces femmes-là. Elles sont plus connues. Après l'histoire, on est en train de faire une petite... comme si l'histoire, c'est quand même l'espace, toute la science, à vrai dire. Mais là, je parle de l'histoire que c'est où je connais. C'est l'espace encore très masculin et très blanc. Donc, il y a de plus en plus d'historiens qui écrivent sur les Noirs de manière protagoniste, pas en tant que des êtres passifs, parce que ça, on a eu pas mal. Je pense que c'est bon là déjà. Donc, on est de plus en plus, mais ça reste quand même, on n'est pas la majorité, hein, non. L'histoire encore, qui écrit l'histoire des Noirs, c'est encore les hommes blancs. C'est un fait, ça, mais en France aussi, hein, partout. Je vois, mais je pense que source, il y a les références. Merci Fatima. On noter les références. Après, je vais faire une petite autopromotion. Ma thèse de doctorat, elle est sur HAL. Elle est titulée en portugais parce que j'ai rédigé une thèse en portugais. C'était très important pour moi parce que je voulais que les femmes brésiliennes puissent la lire. Sinon, je ne voyais pas trop l'intérêt d'écrire une thèse sur les femmes brésiliennes, ce qu'elles puissent lire, surtout en tant que brésiliennes. Donc, la thèse, elle est titulée A participação política das mulheres negras nos movimentos de esquerda durante a ditadura no Brasil, 1964-1985. Elle est aussi en français. Donc, en français, c'est Les femmes noires dans les mouvements de gauche pendant la dictature au Brésil, 1964-1985. Mais la thèse, elle est rédigée en portugais. Il a les titres en français, mais la thèse, elle est en portugais. Mais dans les liens, il y a un résumé en français aussi. Oui, un résumé que j'ai dû faire trop vite, donc j'aurais préféré que les gens lisent la thèse. Quand on soutient une thèse, voilà, à la fin, on est déjà avec les délais, il faut la rendre. Donc, parfois, certaines parties, on s'est dit qu'on aurait pu mieux faire. Donc, voilà. Là, il y a Fatima qui vient de mettre le lien, je pense, pour ta thèse dans la description.
On mettra aussi dans la description de la vidéo, vu que la vidéo D'accord. sera traduite aussi en portugais. D'accord, oui, oui. Ah, oui, ouais. Mais pour ceux qui veulent Bah, aussi très bien. initier dans les portugais, c'est très bien aussi. Bon, je vais conclure la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Tawana. Merci. Merci énormément Ah, pour merci tout à ça. vous pour l'invitation. Merci Nadège, merci Eve pour la traduction. Merci, ouais. Et merci beaucoup. Et bravo pour ton travail. Franchement, c'était super cool de t'entendre. Merci. Je suis très contente Merci. de pouvoir avoir un peu de Brésil dans les combats Fofel. C'est fait un plaisir aussi de vous voir et d'être parmi vous et de pouvoir parler du Brésil et de faire de sorte que le Brésil soit de plus en plus visibilisé dans ces mouvements des femmes noires françaises, puisque c'est un mouvement extrêmement fort, le mouvement des femmes noires au Brésil, extrêmement fort. Je dirais même autant que les Et très États-Unis. inspirant. Hein? Pardon? Et très inspirant. Très Transpirant. inspirant. Moi, je dirais même autant que les États-Unis, mais on n'a pas l'intérêt de les regarder puisqu'il est... Voilà, ce n'est pas les États-Unis. Mais oui. Tu n'es pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Et Merci. à mercredi prochain. Allez, au revoir tout le monde. À plus. Au revoir. Au revoir.